Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs Java intitulée Intégration avec les bases de données. Alors en principe, durant cette leçon, on va voir comment intégrer des bases de données au niveau de votre programmation. Parce qu'avant, tous les programmeurs avaient la possibilité Au début, on a commencé à travailler avec la mémoire RAM. Alors toutes les informations étaient au niveau de la mémoire RAM. Mais puisque la mémoire RAM restait une mémoire volatile qui perd bien sûr son contenu en absence d'électricité, donc bien sûr on a pensé à, si vous voulez, construire des fichiers ou un endroit dans des disques amovibles pour pouvoir bien sûr stocker ces informations-là. Alors c'est là où on a pensé bien sûr avoir la même structure qui a été déclarée au niveau de la RAM, au niveau bien sûr du disque dur. Alors bien sûr ce qui a été installé au niveau de ce disque dur-là, on l'appelle fichier. Mais bien sûr, ces fichiers-là sont correspondants à chaque langage de programmation. Alors évidemment, maintenant pour pouvoir avoir une certaine cohérence et une certaine connexion avec plusieurs langages de programmation, c'est dans ce sens qu'ont été créés les systèmes de gestion de bases de données. Alors ces systèmes de gestion de bases de données ont été créés pour être attaqués par n'importe quel langage de programmation. La différence qu'il y a, c'est que avec l'ancien système, vous créez des fichiers mais propres à un langage de programmation. Prenons par exemple le C ou le Pascal ou le Visual Basic. Si vous créez des fichiers propres à Visual Basic, vous ne pouvez les lire qu'avec Visual Basic. Mais maintenant, si vous voulez, au lieu d'avoir des fichiers, utiliser des bases de données, à ce moment-là, vous pouvez attaquer la base de données par Visual Basic, ressortir les états par Crystal Report, pouvoir saisir d'autres informations par Java, et ainsi de suite. L'avantage, c'est que ça reste des bases de données qui sont bien sûr applicables sur tous les langages de programmation. Alors, les files d'une database, donc les fichiers d'une database. Les fonctionnalités, bien sûr, des bases de données. Alors, les mécanismes de définition. Vous avez le type, l'organisation et les contraintes de données. Ce sont les mécanismes de définition. Vous avez les instruments de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on va manipuler? Bon, on va manipuler, bien sûr, les mécanismes de définition. On doit rechercher, modifier, présentation des données. Et on a la gestion de la persistance. Des informations d'entreprise, par exemple, les employés, les départements, les projets. Vous avez des systèmes de réservation aérienne, vol, tarif, passagers. Ça dépend du système d'information que vous voulez développer.
Vous avez un catalogue d'une bibliothèque, les auteurs, titres, éditeurs, sujets, etc. Vous avez des données bancaires aussi, les comptes courants, clients, opérations. Toujours est-il, au niveau de chaque, si vous voulez, structure, vous pouvez avoir un programme ou un système d'information, bien sûr, utile et qui dépend des fonctionnalités et des travaux que font ces sociétés-là. Alors, les bases de données et les fichiers. Pourquoi employer une base de données? Ne suffirait-il pas d'employer un ensemble de fichiers? Alors là, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec une base de données, vous avez l'avantage de pouvoir, bien sûr, vous connecter à cette base de données par n'importe quel langage de programmation. Mais maintenant, si vous n'avez pas de base de données et que vous voulez travailler avec un fichier propre à un langage de programmation, vous ne pouvez pas accéder aux données de ce langage de programmation par un autre langage de programmation. C'est ça l'avantage. Donc la base de données reste universelle, premièrement. Et deuxièmement, vous avez la possibilité, avec toutes les bases de données récentes qu'il y a, de créer des structures logiques, de voir un petit peu les relations qu'il y a entre le contenu de la base de données, des tables, les requêtes, et ainsi de suite. Alors l'avantage, encore une fois, c'est de pouvoir avoir une base de données qui puisse dialoguer avec plusieurs langages de programmation.
C'est l'orienté objet, si vous voulez. Alors maintenant, ce programme-là, vous pouvez le stocker dans ce qu'on appelle une procédure stockée et en faire appel au niveau de chaque programme chaque fois que vous en avez besoin. Et ça, des bases de données professionnelles vous donnent la possibilité de travailler avec ces procédures stockées. Certaines bases de données offrent aussi le clustering de la base de données sur plusieurs ordinateurs. Alors le clustering, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une copie de base de données sur tous les postes clients. Et ça, c'est vraiment très fort. Alors maintenant, il existe sur le marché des bases de données professionnelles qui vous permettent d'avoir des clusterings au niveau des postes ordinateurs clients. L'optimisation automatique des performances ou de l'espace occupé. Alors, nous donnerons un cas de l'optimisation, par exemple le compactage d'une base de données. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la base de données se retrouve avec une taille qui est très grande. Alors, le compactage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait réduire, il fait un garbage collecteur, si nous voulons utiliser le terme en Java. Le garbage collecteur, il va bien sûr pouvoir exploiter toutes les parties mémoire qui n'ont pas été utilisées. Et bien sûr, il va pouvoir les prendre et les réinitialiser. Et à ce moment-là, la taille devient petite. Donc ça, c'est un point parmi les points d'optimisation des performances de l'espace occupé. Alors, qui est qui? L'administrateur. Donc l'autorisation des accès, coordination et contrôle de l'emploi de la base de données, augmentation des performances. Alors ça va de soi. Une base de données très professionnelle qui n'est pas protégée, on ne peut pas l'appeler une base de données. Pourquoi? Parce qu'elle sera pas à l'abri, bien sûr, de toutes les intrusions qui peuvent, bien sûr, dépendre de plusieurs personnes au niveau de l'administration, au niveau de la société, au niveau d'Internet aussi. Alors maintenant, il existe presque toutes les bases de données. Il existe le processus d'administration de cette base de données. Et l'administration est une chose très importante. Vous devez créer des sessions pour chaque utilisateur pour pouvoir la protéger et bien sûr donner les privilèges à chaque utilisateur ainsi que bien sûr ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'on appelle les autorisations. Alors concepteur, il précise des spécifications et conçoit la structure de la base de données. Alors maintenant, pour pouvoir concevoir une base de données, il faut absolument passer par une analyse. Alors, il existe plusieurs sortes d'analyses, plusieurs techniques d'analyse. L'analyse classique, l'analyse, si vous voulez, relationnelle, l'analyse Meurize, et vous avez maintenant l'UML. Donc l'UML, c'est une étude que vous allez faire. Mais l'UML reste une analyse qui est orientée objet. Donc si vous voulez travailler avec le langage de programmation Java, qui est un langage de programmation complètement orienté objet, pour la base de données avec laquelle vous devez connecter votre langage de programmation, il faut absolument que la conception de cette dernière soit faite aussi par une analyse orientée objet. Et l'analyse orientée objet, c'est l'UML, donc c'est les premiers cours qu'on a vus tout à fait au début de ce cours Java. Alors, programmeurs d'application et les utilisateurs. Alors, le modèle des données, donc c'est la représentation conceptuelle et présentation qui définit la structure de la base de données. Données et types de données et relations contraintes. Donc, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est le fait, bien sûr, de